Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 août 2018. C'est le plateau de Ma Part de Vérité qui se dessine devant vous sur Golf TV Africa. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission. Que dis-je? Notre émission, c'est la tant aimée sur notre chaîne commune. Le temps passe, le Bénin égrène petit à petit son chapelet de construction de sa démocratie. Et c'est avec plaisir que nous abordons chaque fois, toutes les fois, sur Golf TV Africa, les questions relatives à la consolidation de cette démocratie, les questions relatives au développement du Bénin, les questions relatives, je vais dire, eh bien, à l'émulation et à la pleine émulation des populations béninoises. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette émission, de vous y accrocher et de rester là jusqu'à la fin. Le numéro de ce dimanche 26 août 2018 reçoit Maître Jacques Migan, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, professeur assistant à l'université d'Abomey-Calavi, admis à la retraite déjà certes, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, ancien conseiller juridique du président de la République, Maître Jacques Migan, directeur du CIFAF, entendez, Centre international de formation en Afrique des avocats francophones, Maître Jacques Migan, président du FRD, le Front républicain pour le développement de la capitale, Porto Novo. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je demande toujours si la présentation que je fais de mes invités est complète. Vous savez, elle est complète et comme j'aime souvent le dire, Jacques Migan, c'est toujours suffisant. Et Jacques Migan, aujourd'hui, est sur ce plateau en tant qu'homme politique. Puisqu'il s'agit de ma rentrée politique. Il y a encore quelques mois, vous avez fait honneur en m'invitant et je vous en remercie encore pour cette fois-ci. Et puis j'en profite pour saluer les téléspectateurs et aussi les auditeurs de Gold TV. Et c'est toujours un plaisir, M. Rontonji, chaque fois que je peux partager avec mes compatriotes ma part de vérité. Maître, c'est un plaisir partagé, celui-là même de vous recevoir ici pour nous aider, nous, téléspectateurs, nous, population, à comprendre tout ce qui va avec la politique et le développement du Bénin. Vous avez dit, vous êtes là en tant qu'homme politique. C'est vrai qu'on ne peut pas vous enlever votre cachet de juriste. Ouais. Voilà. Merci, maître, d'être là avec nous. Eh bien, maître Migan, lundi, demain donc, 27 août, s'ouvre à Porto Novo, à l'Assemblée nationale, une session extraordinaire. Session extraordinaire, 12 points sont inscrits à l'ordre du jour, 12 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour de cette session que d'aucuns traitent déjà de suicidaire. J'entends dire un certain nombre de choses. Dans le lot, eh bien, maître Migan, le vote d'une loi qui retire le droit de grève aux enseignants, aux agents de santé et autres que vous savez, le vote du code électoral, le tout nouveau, avec son contenu, exclusion, écartement de certains politiques, entend-on déjà aussi de part et d'autre. En plus de tout ça, la question de levée d'immunité parlementaire, l'épineuse question de levée d'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés. Je crois qu'ils sont 5 sur la liste actuellement. Maître Jacques Migan, une fois encore bienvenue. Quelle semaine s'apprête à vivre les Béninois en tournant leur regard vers Porto Novo? Je vous remercie beaucoup pour ces questions. Nous sommes effectivement à la veille d'une session extraordinaire. Vous constaterez que c'est la deuxième après la session ordinaire d'avril. Pourquoi? Tout simplement pour dire que on a beau dire, mais nos honorables députés travaillent. Et je crois qu'il faudrait le leur reconnaître. Dans le même temps où le gouvernement est dans ses réformes, dans l'intérêt supérieur de la nation, les députés aussi sont dans les réformes. Parce que les points qui seront abordés, vous avez évoqué 12 points, mais il y a 5 points importants
sur le code, la proposition de loi sur le code électoral, la proposition sur la loi abrogatoire de la loi sur le statut des magistrats. Vous avez également une proposition de loi sur, modifiant la loi portant loi sur le droit de grève en République du Bénin. Vous avez également une autre proposition relative au secteur de la fonction publique. Une loi qui a été votée en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et puis le dernier point, c'est l'autorisation, l'examen pour être beaucoup plus précis, de l'autorisation pour poursuivre certains ministres de l'ancien régime. Pourquoi je suis revenu sur ces points? J'ai évoqué, monsieur le journaliste, un point très important, c'est propositions. C'est les députés qui sont à l'origine de ces points fondamentaux en ce qui concerne ces 5 points capitaux. Il y a des projets qui sont du gouvernement, mais ça concerne beaucoup plus les ratifications de traités ou de prêts. Il y a un autre point qui me semble important, qui a été décidé en Conseil des ministres concernant la caisse de dépôt et consignation, qui sera désormais une réalité dans mon pays. Donc c'est pour vous dire que d'un côté, l'exécutif est dans les réformes, les députés sont également dans les réformes, puisque ce qui va se faire à partir de demain, c'est les députés qui en sont à l'origine, qui sont c'est eux qui initient cela, c'est leur proposition, pour prendre un thème beaucoup plus important. Voilà. Il y a encore quelques mois... Et là encore, je ne vous arrête pas. Oui. Je suppose que vous me direz qu'ils sont dans leurs prérogatives. Absolument, monsieur Ontondi. Ils sont non seulement dans leurs prérogatives, mais ils sont, comme je le dirais, et je le dis sincèrement à mes compatriotes, aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous écoutent, ils sont réellement non seulement dans leurs prérogatives, mais ils accompagnent le développement institutionnel du Bénin. Le développement institutionnel du Bénin, puisque vous touchez à ces points, code électoral, droit de grève, abrogé tel, ainsi de suite, il y a un travail qui se fait, et c'est non seulement je les apprécie, mais j'apprécie surtout le travail qui se fait au niveau de la commission des lois, parce que c'est un travail où ils sont tout le temps en activité. Il y a une dynamique qu'il faudrait que nous apprécions. Et ce qu'il voudrait surtout dire, monsieur le journaliste, c'est que quand il y a encore quelques semaines, quelques mois, lorsque la loi sur les partis politiques, la charte sur les partis politiques a été votée le 26 juillet dernier, c'est à l'unanimité, moins une voix. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu un consensus. Et c'est ce consensus que j'apprécie dans le travail qui se fait par les honorables. Et personnellement, je leur dis bravo. Et on peut dire ils sont ceci, ils sont cela, mais ils travaillent. Pour reprendre un thème terre à terre, ils bossent. Le consensus s'observe d'ailleurs, ou s'est déjà observé un certain nombre de fois, oui. Et qui porte à se demander, est-ce la compréhension et l'accompagnement des réformes pour le développement du pays, ou le suivisme pour applaudir ou accompagner le chef de l'État? Vous savez, j'ai bien précisé, l'un est dans son rôle, l'exécutif, dans les réformes. L'autre aussi est dans son rôle. Je vais même plus loin, puisque nous en parlerons tout à l'heure. La Cour constitutionnelle aussi est dans son rôle. Et c'est là où je constate le bon fonctionnement de nos institutions, M. Montagny. Et pourquoi? Parce que si nous prenons la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, lorsque le statut des magistrats, les tests régissant les statuts des magistrats, ce test a été voté, idem pour la fonction publique, la Cour constitutionnelle, du temps du professeur Olo, avait renvoyé le dossier pour que certains points soient revus. Il a été question de l'encadrement, par exemple, en ce qui concerne le droit de grève. Alors, ce qu'il faudrait que les compatriotes sachent, la Cour constitutionnelle ne légifère pas, ce n'est pas son rôle. Vous avez parlé tout à l'heure de prérogatives du législateur. C'est le législateur qui légifère. C'est lui qui vote. Et c'est très important, il faudrait que les gens le sachent. C'est certainement, je le pense, pour cette raison que la deuxième session extraordinaire reprend ce qui avait été demandé en son temps par la Cour constitutionnelle
pour en faire maintenant un travail qui concerne et qui porte sur la loi nouvelle. On parle d'encadrement. Je l'espère. Prenons le cas par exemple. Parce que nous avions, avant qu'on arrive au code électoral, prenons le droit de grève. Oui. Commençons par le décortiquer. Commençons par le décortiquer. Quand on prend l'actuelle loi qui est en vigueur, la loi de 2002, qui réglemente les droits de grève dans notre pays, il vous souviendra, je me suis toujours dit que si on avait enlevé, s'il y a eu retrait du droit de grève, c'est parce que cette loi l'avait prévu. Elle avait prévu en son article, je ne sais pas si je l'ai là, 2, M. Ontondi. Quand vous prenez l'article 2 de cette loi du 21 juin 2002, il est bien précisé que les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel civil de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'au personnel des établissements publics, semi-publics ou privés, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. Ça veut dire que la loi peut l'interdire. Absolument. On a expliqué ça beaucoup de fois déjà. Absolument. Donc c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Si on ne revient pas sur ce test, vous ne pouvez pas empêcher le législateur, lorsque il a mis ce test, d'aller à une loi pour retirer le droit de grève, comme ça a été le cas en ce qui concerne les magistrats, comme ça a été le cas en ce qui concerne les agents de la sécurité et les gens de service médical, du secteur médical. Moi, mon souhait, et ça je vous le dis, et je le dis aux uns aux autres, j'aurais souhaité, je dis bien j'aurais souhaité, s'il se confirme que cette loi doit connaître une modification, il serait bon qu'on aille vers une autre conception, c'est-à-dire qu'on conserve le droit de grève à tous ces secteurs, sauf peut-être pas pour les agents de la sécurité. Mais quand je dis aller vers une acceptation ou une autorisation, leur permettre d'aller à grève, de faire grève, mais qu'on limite cela dans un temps bien précis, sur le plan annuel. On peut dire par exemple, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le souhaite, au lieu de retirer complètement, on peut dire, bon, vous pourriez, dans l'année, faire grève, vous avez cette possibilité qui serait peut-être pour 20 jours, 5 jours, 15 jours, 10 jours. Mais s'il se confirme que, au-delà de ce moment, de ce temps bien précis, bien encadré, ils vont au-delà, là, ils subiront, comme on le dit, la défalcation ou avec ce que ça comporte, les sanctions qui seront prévues. Je crois que c'est une proposition, que c'est un souhait, je dirais. Oui. Si tel est que nos honorables députés doivent revenir sur la loi de grève, je pense qu'il serait bon, au lieu de parler de retrait pour tout le monde, enfin le secteur qui est comme le secteur de la magistrature, le secteur du médical, la sécurité, c'est-à-dire qu'il faudrait faire la part des choses. S'il y a des secteurs qui ne peuvent pas aller en grève, il faudrait qu'on les maintienne pour des questions de sécurité et de paix et de santé. Par contre, si il se confirme, parce que quand vous prenez le cas des magistrats, bon, on a beau dire, on dit, vous êtes du secteur stratégique. Ils disent, non. Bon, s'ils veulent ils veulent faire grève, ok, s'ils se confirment qu'ils ne sont pas de ce secteur stratégique, ce que nous pensons, ok, mais accordons-leur un quota dans l'année. Ça peut se faire. Pour permettre à notre pays de montrer son côté démocratique, de montrer son côté de respect conformément aux normes internationales. Mais je voudrais que vous fassiez un peu plus clair. Oui. À mon avis, à connaître un peu votre argumentaire, je me suis toujours dit que vous étiez pour l'amendement de la loi portant l'exercice du droit de grève. Absolument. C'est cela. Oui. Vous confirmez. Vous êtes pour ça. Maintenant, si je comprends bien, vous auriez souhaité qu'on arrange un peu, qu'on ne le fasse pas dans la forme. Vous savez, quelle est la préoccupation du Bénin aujourd'hui? C'est la paix. Quelle est la préoccupation de nos gouvernants? C'est la paix. Quelle est la préoccupation de nos députés? C'est la paix. Quelle est la préoccupation de nos syndicats, de nos travailleurs? C'est la paix.
Le Bénin est un pays, qu'on le veuille ou non, c'est essentiellement de paix, de consensus. Le Bénin, les députés écoutent, ils vont sur le terrain, ils entendent, ils discutent, ils échangent. Il en est de même des membres du gouvernement. Alors, s'il se confirme qu'au finish, ça doit déboucher sur mon souhait, mais ça contribue à quoi, M. Moutondi? À la paix. Ça veut dire que vous aurez un quota dans l'année, mais quand vous dépassez ce quota, vous serez victime de sanctions. Pourquoi je le dis? Parce que nous avions trop tiré sur la ficelle. Les uns et les autres ont trop tiré sur la ficelle, ce qui avait amené en son temps le législateur à dire, mais si vous devez transformer le Bénin en pétaudière, si vous allez transformer le Bénin en un terrain où on ne travaille pas, on vous retire le droit de grève. Et c'est aussi parce que dans le secteur médical, vous avez entendu ce que certains syndicalistes ont dit à travers des menaces. Si vous ne cédez pas, il va y avoir de morts. Voilà. Alors, c'est tout cela qui avait amené en son temps... C'est ça la menace de tous les jours. Absolument. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait revenir, selon nous, selon moi, à ce que j'appelle la paix sociale, la paix tout court, la paix tout court. Et c'est fort de ça que je dis en ce qui concerne la modification que doit connaître la loi de 2002. Je souhaiterais vivement que l'on revoie certains secteurs. Deuxièmement, ce qui est très important, ce n'est pas... Quand vous prenez M. Moutondi, la Constitution, en sont tirés, la loi 98 de la Constitution en sont tirés 21. Il ne sait pas bien les choses. Il y a le droit syndical qui est complètement distinct du droit de grève. Nous sommes d'accord. Alors, dans ces conditions, ce que je souhaiterais, c'est que, avant d'aller à grève, vous pouvez mener vos actions syndicales. Mais avant d'aller à grève, il faudrait impérativement que les gens sachent qu'il y a des étapes à respecter. Il faudrait que les gens sachent qu'il y a un dialogue qui doit s'opérer. Et c'est quand on aurait fini complètement ces étapes, en vain, qu'on pourrait parler de droit, on pourrait aller à grève. Et là encore, il faudrait l'encadrer pour que ce ne soit pas des grèves qui porteraient préjudice au développement du pays. Il ne faudrait pas que ce soit des grèves sauvages qui porteraient préjudice aux intérêts des Béninois, comme dans la santé, comme dans l'éducation, comme dans le secteur judiciaire, comme dans tous les secteurs. C'est vrai, la loi de 2002 a prévu des secteurs essentiels qui ne doivent pas connaître, où on ne doit pas faire grève. Si ces secteurs sont maintenus, pour ceux qui ne figurent pas dans ce secteur prévu par la loi de 2002, il faudrait accorder, c'est mon souhait, à ceux-là, comme les magistrats par exemple, comme les uns les autres, après bien entendu discussion avec eux. Parce que tout est question aujourd'hui du dialogue. Il faudrait privilégier en tout le dialogue. Et c'est ce que les députés sont en train de faire. Parce que je ne sais pas ce qui sortira de la modification de la loi de 2002 dont il est question. Mais notre souhait, mon souhait, c'est qu'on aille vers une modification qui permettrait aux gens de pouvoir, dans l'année, exercer ce droit-là de grève, mais dans un quota bien précis. Les députés, absolument. Les députés, M. Mingan, se retrouvent entre eux. Ils décident. Et à la fin, on a les conclusions. Vous savez... Vous faites vos propositions. Vous dites ce que vous voulez. Absolument. Ce que vous auriez souhaité. Moi, c'est mon souhait. Voilà. Mais ce qu'il faudrait que les compatriotes sachent, ils ne sont pas en vase clos. Ils ne sont pas dans un couvent. Ils vont sur le terrain. Ça fait partie de leur prérogative. En allant sur le terrain, c'est pour écouter non seulement ceux qui travaillent, mais ceux qui sont également dans les champs, dans la population, je dirais. Parce qu'on a tendance à croire qu'ils restent dans leur coin, au niveau de la commission, ils réfléchissent, et puis ils nous sortent quelque chose. Non, c'est après avoir écouté, après avoir discuté, après avoir entendu, après avoir analysé. Et c'est là où je dis tout à l'heure, bravo à nos députés. Pas seulement parce qu'ils sont dans une dynamique, mais parce qu'ils tiennent compte des préoccupations du pays. Et c'est en cela que je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la charte qui a été votée à l'unanimité, moins une. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'un travail a été fait en amont. Donc, M. Moutondi, je vous dis, en ce qui concerne le droit de grève, pour prendre ce cas, si modification il doit y avoir, qu'on tienne compte de ces éléments-là, un quota
de tel, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être 5 jours. Mais si vous dépassez ce délai, les sanctions pleuvront, d'une part. Et je vous ai dit également que c'est vrai, notre Constitution, en ses articles 31 et en ses articles 98-21, ont prévu le droit de grève. Soit, mais avant d'aller à grève, il faudrait que le dialogue social prévu dans la loi de 2002 soit impérativement respecté. Et c'est souvent ce que les uns et les autres ne font pas. Ils ne le font pas. Et puis, quand le gouvernement va à défalcation, on dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ils oublient ce que prévoit l'article 11. Le non-respect du dialogue social entraîne effectivement défalcation. Et je suis toujours surpris, surtout en ce qui concerne les hommes de loi, qui, pour des raisons X, déclenchent une grève et après s'opposent à la défalcation. Je dis, mais si vous avez fait grève, mais sans avoir respecté les normes, attendez-vous à cela. Vous prenez le cas des magistrats aujourd'hui, puisque nous venons de parler du... en même temps. Quand vous prenez le cas des magistrats, il est prévu de loi, absolument. Il y a une proposition de loi. C'est une proposition de loi. Absolument. Abrogatoire portant abrogatoire portant sur la loi relative au statut des magistrats. Absolument. Donc, pourquoi? Si on abroge, ça veut dire qu'on revient au statut ante. Monsieur Rontondi, ils deviennent fonctionnaires comme tout le monde. Alors que nous avions toujours dit qu'ils ne sont pas les fonctionnaires comme tout le monde. Mais eux, quand il est question, quand on leur en parle, ils n'osent pas l'accepter. Ils refusaient, ils insistaient. Alors que le gouvernement actuel leur a concédé des avantages énormes que les autres fonctionnaires n'ont pas. Que les autres fonctionnaires n'ont pas. Absolument. Mais moi, je me pose une question à ce niveau-là. Est-ce que cette proposition de loi, est-ce que ce n'est pas pour répondre aux injonctions de l'encadrement sollicité par la Cour constitutionnelle, la Cour bien sûr. Absolument. Non, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame que chacun est dans son rôle. Le gouvernement gouverne, la Cour constitutionnelle contrôle en cas et demande ou voit les régularités en ce qui concerne nos tests. Mais la prérogative des députés, c'est de légiférer. Ce n'est pas à la Cour. Et si à la Cour pouvait le faire, du temps de Holo, elle aurait dit, voilà. Elle a renvoyé la copie aux députés. Et c'est parce que cette copie est revenue aux députés, certainement que cette session qui s'ouvre demain va également parler des statuts des magistrats. Et si cela se confirme, moi, ça veut dire tout simplement qu'on revient au statut ante, c'est-à-dire ce qu'ils avaient avant les prérogatives que le gouvernement du président Talon leur a octroyées. Mais ils ont tellement tiré sur la ficelle, que aujourd'hui, si on abroge cette loi, ça veut dire, selon moi, qu'on revient au statut de la fonction publique, ou leur ancien statut qu'ils vont retrouver, et dans les conditions qui ne sont pas ce qu'ils avaient à travers la loi qui a été requinquée, enfin qui est renvoyée à l'Assemblée nationale pour être encadrée. Attendons ça pour voir. Ça voudrait impliquer quoi à leur niveau, au niveau de leurs avantages? Mais écoutez, ils vont les perdre? On verra bien, puisque nous ne pouvons pas en l'état préjuger sur ce qui va se faire, puisque vous connaissez la commission des lois, M. Rontondi. On suppose, on souhaite certaines choses. Non, c'est un souhait. On attend de pouvoir parce que bon, c'est ce que je dis souvent aux gens. La commission des lois, elle n'est pas publique. C'est un couvent où, lorsqu'ils sont en train de prendre leurs décisions, c'est seulement quand ça vient en plénière que nous sommes au courant, que nous savons. Donc, en l'état, ils ne sont même pas tenus de le dire. Ils vont certes sur le terrain pour recueillir les avis des uns des autres, puis ils font leur analyse, ils discutent, ils échangent, mais attendons pour voir qu'est-ce que ça va être. Et attendons demain. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, la proposition de loi abrogatoire suppose, enfin la proposition de loi abrogatoire de la loi sur le statut suppose que s'il n'y a rien de prévu, on revient au statut ante. Donc c'est ce que je peux dire, et avec ses conséquences. Puisque la loi actuelle octroie, qui n'est pas encore
abroger plus d'avantages. Mais si on revient à la loi Hanté, vous voyez vous-même, nous savons comment ils étaient. Et c'est pour ça que... Vous ne finissez pas à répondre à ma question. Oui, oui, absolument, M. Routongi. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux uns aux autres, faites attention. Faites attention. Parce que j'observais ce que faisait un d'entre eux à l'époque. Des magistrats, j'entends dire. Que vous ne souhaitez pas citer, non? Non, ce n'est pas la peine de citer de nom. Surtout que cette personne doit se reconnaître. Voilà. Hein? On tirait. Tous les magistrats ne sont pas du même avis. Mais il faudrait savoir composer. Puisque ce que faisait... C'est-à-dire... je ne comprenais pas certaines actions. Je ne comprenais pas. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Le retrait du droit de grève. Ça finit par être cela. Pas la Cour constitutionnelle actuelle. Mais attendons pour voir ce qui va se passer demain pour ces magistrats. Au niveau de leur statut, au niveau de leur droit de grève, ainsi de suite. Parce que si demain, les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale pour cette session extraordinaire abrogent cette loi sur les statuts, comme je vous le dis, on revient au statut Hanté. Regard personnel, regard purement personnel, oui. En attendant qu'on évolue, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a beaucoup de choses à aborder. Pourquoi a-t-on souvent l'impression qu'il n'y a pas l'unanimité autour du regard porté sur les questions essentielles au niveau des magistrats? Vous savez, un syndicat défend les intérêts matériels et moraux de leurs adhérents. Et certes de tous les magistrats, mais de leurs adhérents. Tout le monde n'est pas adhérent. Non, mais en principe de toute une corporation. De toute une corporation, mais toute une corporation. J'ai été le premier secrétaire du syndicat des avocats du Bénin. Mais les avocats du Bénin, le syndicat ne regroupe pas tous les membres du barreau ne sont pas membres du syndicat. C'est l'autre qui nous coiffe tous. C'est pareil pour les magistrats. L'UNAMAB, c'est leur syndicat. Quand même l'UNAMAB défendrait les intérêts de la corporation, ce n'est pas pour autant que tous les magistrats sont membres de l'UNAMAB. Mais malheureusement, comme je le dis, moi je connais des magistrats qui ne sont pas membres et qui n'approuvent pas, qui n'apprécient pas ce qui se faisait. Qui se faisait. Et vous conviendrez avec moi que très souvent aussi, certains utilisent ces moyens à des fins personnelles. C'est-à-dire le syndicat à des fins personnelles. Je ne dis pas spécialement l'UNAMAB, mais très souvent, quand vous voyez tel ou tel tirer, c'est pour... on a l'impression que c'est pour le corps, c'est pour la corporation. Mais quand vous creusez un tout petit peu, vous observez que c'est personnel. Au finish, on sait comment ça se passe. Mais je regrette, et je le dis avec force, si par malheur cela se passe, je dis bien le mot malheur, on va à cette abrogation, je crois que les magistrats s'en prendront à ceux-là qui en son temps n'ont pas su faire. C'est tout ce que je peux dire. Et je le dis avec force parce que quand on est dans une institution, vous savez, quand vous allez à dialogue, vous perdrez, c'est une question de concession, vous gagnez, vous perdez, ainsi de suite. Mais on ne gagne pas toujours sur tout. On ne gagne pas toujours sur tout. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport... D'aucuns diraient qu'ils s'en prendront à eux-mêmes. Absolument. Et quand vous prenez, M. Routongi, la loi sur la fonction publique. C'est justement là que je voudrais qu'on débouche maintenant. On a parlé du droit de grève, des magistrats, mais de façon générale, la loi modifiant et complétant. Là, c'est un projet de loi. C'est toujours une proposition de loi. Proposition de loi. Et c'est pour ça que je dis la réforme et complétant. Absolument. Vous savez, statut général de la fonction publique. Oui, mais si elle est normale, il faudrait qu'elle modifie. S'il se confirme que on arrive à ce que j'appelais tout à l'heure un souhait. Un souhait. C'est-à-dire qu'on consente le droit de grève à certains, dont les magistrats. Qu'on revienne sur le retrait qui a été opéré, qui a été décidé. Mais il faudrait aussi, s'ils doivent être sous ce statut de la fonction publique, puisqu'ils sont les agents de la fonction publique, il faudrait modifier. Mais là où je voudrais en venir, monsieur... Modifier quoi? Mais compléter quoi? Puisque, vous savez, une loi, quand il faut tenir compte de ce qui se passe ailleurs, si on les intègre dans la fonction, ils sont de la fonction publique. Parce qu'il vous souviendra que
la Cour constitutionnelle, lorsque le gouvernement, en son temps, avait parlé de recrutement, la Cour du temps de Holo avait estimé qu'on n'avait pas besoin de loi pour aller à recrutement extérieur, ainsi de suite. Donc, il revenait par voie réglementaire de régler ce problème. On est d'accord. Et avait même donné l'exemple des militaires. Donc, on prend ces gens-là, qu'on intègre désormais dans la fonction publique. Ils sont de la fonction publique, les magistrats. Ils seront sous ce couvert. Ils seront régis par cette loi qui touche la fonction publique, puisque qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour cette loi sur la fonction publique, la loi modificative, comme vous le dites, la loi complétant. Pourquoi complétant? Prenez le cas aujourd'hui des privés, M. Routongi. Il y a un code, puisque notre pays a connu une réforme au niveau du code du travail, où aujourd'hui nous savons que lorsqu'il y a licenciement dans le secteur privé, on ne peut pas octroyer des sommes faramineuses aux salariés, comme cela se passait avant. Tout est limité. Quand c'est un licenciement, je crois que c'est limité à tel mois de salaire. On en tient compte. Si c'est concernant les dommages et intérêts, le préjudice subi, c'est aussi limité. Le montant qui doit être alloué, on le sait à l'avance, ça correspond à un nombre de temps de travail. Ça peut être 6 mois. Et dans le code, en ce qui concerne le préjudice subi pour le licenciement abusif, par exemple, ça ne peut pas être en dessous de 3 mois et ça ne peut pas être au-delà de 9 mois. On est d'accord. De salaire. Absolument. Du salaire régulièrement gagné par l'agent. Tout à fait. Au point que les agents du privé, à travers cette réglementation-là, se voient... Alors, quand vous prenez cet exemple que j'ai donné par rapport au privé, est-ce qu'il ne serait pas bon de compléter en ce qui concerne les fonctionnaires? Je vous donne... C'est-à-dire les agents de l'État. Absolument, parce que dans ce pays, nous avions connu des gens qui vont devant le juge de la Chambre administrative de la Cour suprême dans le cadre du plein contentieux pour réclamer les dédommages et intérêts pour des préjudices qu'ils auraient subis. Oui. Et dans ce pays, l'État a été condamné à des sommes faramineuses. Il y en a qui s'en sont sortis avec beaucoup de millions. À beaucoup de millions. Il vous souviendra, je crois, à moins que j'ai oublié, il y a un des citoyens à qui on a demandé, où l'État a été condamné à lui verser 30 ans de salaire. Vous imaginez. Or, il faudrait maintenant que nos législateurs, si tel est qu'ils veulent compléter la loi régissant la fonction publique, les fonctionnaires, il faudrait qu'ils en tiennent compte. Parce que c'est important. Imaginez 100 personnes qui seraient dans ce cas. Vous voyez ce que ça constitue pour notre pays. Alors que ces sommes sont payées par qui? Par moi, par vous et moi. C'est le contribuable. Et c'est pour cela que je dis que s'il se confirme que des compléments doivent être opérés, nous avons parlé de modification et je vous ai dit ce qu'il en est, et si on doit compléter cette loi sur la fonction publique, puisqu'on demande qu'on l'encadre également, qu'on aille sur ce terrain, parce que l'État n'a pas un trésor quelque part en dehors des rentrées fiscales ou encore des prêts que nous obtenons à l'extérieur pour payer le développement, pour accompagner le développement. Si dans le même temps, dans le cas du plein contentieux, en ce qui concerne les fonctionnaires, l'État, puisque quand on parle du contentieux, du plein contentieux, ce n'est pas pour excès de pouvoir, c'est parce qu'on estime, comme dans le droit commun, que vous saisissez la chambre administrative de la Cour suprême parce que vous aurez subi un préjudice. Et subissant un préjudice, vous voulez qu'on répare ce préjudice, on condamne l'État s'il se confirme que les faits sont avérés et l'État est condamné à des sommes importantes. Vous avez des cas comme ça. Donc il faudrait que nos députés aillent sur ce terrain. C'est un souhait de Jacques Migan qui voudrait qu'on en tienne compte. Ce n'est pas une injonction, vous n'en avez même pas, la possibilité. Je ne suis pas député, mais je suis à une émission à la veille d'une session extraordinaire. Mais quand j'écoute mes compatriotes, puisque nous écoutons également, je vous ai dit que
Et je suis ici en tant qu'homme politique. Mais je mets aussi mes suggestions. Et vous êtes président d'un parti politique. Absolument. Je suis le président du Front des Républicains pour le développement de la capitale. Donc vous êtes en contact avec les populations. Je suis en contact. J'échange, je discute. Et quand on me pose des questions, mais c'est le moment. Je n'attends pas seulement cette émission. Les députés avec qui j'échange, mais je leur fais part de ce que les membres de mon mouvement, la population, ceux qui m'entourent, ceux qui me téléphonent, ceux qui m'envoient des messages, je leur soumets. Et c'est dans ce cadre que je dis que, s'agissant de cette loi qui doit connaître une modification, la loi sur la fonction publique qui a été votée, la loi en 2017, il faudrait aussi qu'ils tiennent compte de ce point qui est important, parce que le Bénin, mon pays, comme je le dis toujours, nous n'avions pas de ressources qui nous amènent à faire accompagner le développement. Le développement, les moyens que nous avons, ils sont essentiellement des moyens fiscaux où, quand on n'en a pas assez, nous allons emprunter, ou soit avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BOAD, la BAT, ainsi de suite, qui nous accompagnent. Mais, je dis, avec l'assainissement qui est en train de s'opérer par le gouvernement qui est en place, il faudrait que les députés aussi, dans le cadre de leur réforme, tiennent compte que l'assainissement se trouve à travers cette modification, ce complément qu'ils doivent faire par rapport à cette loi-là. Pour que les travailleurs de la fonction publique sachent que le Bénin n'a pas un arbre quelque part où on va prendre de l'argent. De ce fait, le complément viendrait-il comme un bras pour harmoniser les choses entre le privé et le public? Absolument. Vous ne pouvez pas le faire dans le privé et ne pas le faire dans le public. C'est un exemple que je donne. Il faudrait que ce soit équilibré. Si vous plafonnez ce qui peut être alloué dans le cadre des indemnités, de licenciement, des dommages et intérêts pour le travailleur du privé, on est tenu de le faire pour les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires ne sont pas régis par ce code du travail. Ils ont leur statut à part. Tout à l'heure, j'ai parlé de la chambre administrative de la Cour suprême. J'ai parlé du plein contentieux. Eux, ce n'est pas eux. Le travailleur n'ira pas devant cette chambre, c'est le fonctionnaire qui ira devant cette chambre. Le travailleur ira devant le tribunal du travail, qui est une juridiction séparée. Donc c'est fort de ça que je dis, vous ne pouvez pas avoir limité, à travers la réforme qui a été entreprise pour le code du travail, c'est-à-dire tout ce qui touche l'embauche, le contrat, les licenciements, cette loi que nous saluons au passage, vous ne pouvez pas avoir plafonné ce qui concerne les travailleurs du secteur privé et ne pas le faire pour le secteur public. Donc sur ce point, c'est une suggestion. Ce n'est pas une proposition, c'est une suggestion, puisque je ne pourrais même pas me permettre de dire aux députés, faites ceci, faites cela. Je suggère. Si je peux être écouté, je dis tant mieux. Dans le secteur public, on a toujours... Dans le secteur public. Donc voilà dans le secteur public, Maître Minga, on a toujours eu l'impression, on a toujours compris que le lait de la vache coule mieux de ce côté. Absolument. Et est beaucoup plus sucré. Absolument. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Donc vous avez le droit de grève, donc qui doit connaître de modifications. Oui. Vous avez l'abrogation. Le projet la proposition de loi qui va abroger la loi sur les statuts des magistrats, la fonction publique qui doit connaître une modification et connaître également un complément. Maintenant, nous avons le code. C'est un problème important, essentiel. Oui. La loi portant modification du code électoral, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que ça cache, Maître Minga? Vous savez... comment sera-t-il abordé? Enfin, comment sera-t-elle abordée? Vous savez, vous ne pouvez pas modifier, on ne peut pas modifier la charte des partis et ne pas toucher au code électoral. Ah bon? Puisque il faut des tests pour nous dire comment les choses se passeront au niveau de nos élections, comment ça va se passer. D'où la loi, la proposition de loi sur le code électoral. Bon. Il y a certains points d'achoppement. Déjà, la réforme du système partisan voulu par le président de la République
Fait grincer les dents, fait parler. Oui, mais je crois que, est-ce qu'on peut parler de grincement puisque ça a été voté à l'unanimité, mais si vous voulez, on en parlera un tout petit peu, puisqu'on en a déjà parlé. Pourquoi cette loi? Moi, je l'apprécie. Moi, je l'apprécie parce que c'est une loi qui va désormais dans le regroupement. Le multipartisme n'est pas interdit. Mais il faudrait remplir certaines conditions. Si les conditions sont remplies, mais que recherche-t-on? Nous sommes dans un pays démocratique. Si vous avez les moyens de votre politique, pourquoi pas? Vous pouvez même avoir 15, 20, 30. Mais il suffit tout simplement de respecter ce qui a été prévu par les normes en ce qui concerne la loi sur les partis politiques. Maintenant, quand on revient au code d'aujourd'hui, Monsieur Routondi, prenons le premier cas en ce qui concerne les chefs d'État. Les chefs d'État. Je voudrais que nos compatriotes comprennent ceci, puisqu'il est dit qu'on voudrait enlever aux anciens chefs d'État qui voudraient compétir, qui voudraient aller aux élections, qui ne bénéficieraient plus de certains avantages dus à leur rang. Ils pèdent carrément. Ils pèdent carrément. À partir de ce code, de nouveau code, ils pèdent carrément le titre et les avantages liés à leur ancien statut de chef d'État. Absolument. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos compatriotes comprennent ceci. Quand vous allez dans le Bénin profond, quand vous discutez avec les Béninois, quand vous leur expliquez ce qu'il en est, M. Routondi, mais ils comprennent. C'est-à-dire quoi? Vous êtes président de la République. Vous bénéficiez de certains avantages. Par extraordinaire, vous décidez d'être député. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique de bénéficier de deux avantages? Un, en tant qu'ancien président. Deux, en tant que député. Ça, il faudrait que les compatriotes le sachent. C'est un choix à faire. Maître Jacques Migan, on veut exclure Boni Yahi de ses avantages. J'en viens, M. Routondi. C'est ça, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas du même avis. Parce qu'on pressent qu'il voudra être député. Je ne crois pas. Ce que je suis en train de vous dire, quand vous discutez avec le Béninois, lambda, en lui disant ce qu'il en est, il comprend. On a tendance à croire, à dire que c'est pour exclure tel. Exclure qui? On parle de avantages. Je vous ai cité un nom. Oui, non, vous savez, je vais vous donner un exemple. Le président de la République, l'ancien président Soglo, décide d'être candidat, puisqu'il a déjà démontré, il a été maire de Cotonou, alors qu'il fut président de la République. On est d'accord. Il décide cette fois-ci d'être député. Il est élu. Il devient président de l'Assemblée nationale. Vacance de pouvoir conformément à la Constitution. Il devient président de la République. Alors qu'il a déjà plus que l'âge qu'il faut. À supposer même qu'il ne soit pas élu par les tests, c'est-à-dire par le peuple, mais devenu président par la Constitution, est-ce que vous imaginez, est-ce que c'est normal? Vous ne pouvez pas dans le même temps dire, après 70 ans, vous ne serez pas président, et qu'on me dise que la Constitution, en cas de vacances, vous autorise à le devenir. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Moi, je ne parle pas du cas de Yahi Boni. Et je vous ai donné tout à l'heure les avantages. Il ne faut pas raisonner en termes d'homme. Il faut raisonner en termes de ce qui est. Or, ce qui est aujourd'hui, il est président, ancien président de la République, le président Soglo. Il a déjà démontré une fois où il a été maire dans ce pays, après avoir été président de la République. Il décide cette fois-ci d'être président et d'être député à l'Assemblée nationale. Il gagne. On le porte à la présidence de l'Assemblée nationale. Il y a vacances au niveau de la présidence de la République. Le président de la République, pour des raisons n'est pas là. Qui doit le remplacer? C'est le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal? Deuxième point que je viens d'évoquer. Vous en avez un troisième. Et le troisième, si vous préférez, c'est ma suggestion à moi. Je voudrais qu'on comprenne que c'est fort de ça que les uns et les autres dans le pays s'élèvent pour dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas contre quelqu'un. Quand on dit Boni Yahi, pourquoi Boni Yahi? Est-ce que moi je vous ai parlé de Boni Yahi quand j'ai donné des exemples? Je suis allé sur le terrain. Parce qu'on le voit venir. Non, parce que j'entends les gens citer son nom. Oui. Parce que dans un certain nombre de choses, Maître Migan, depuis quelque temps, on cite des noms. On parle d'exclusion. Les gens parlent d'exclusion. Et c'est là où je vais en venir. Nous sommes dans un État démocratique. Ils disent de plus en plus qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont dirigées contre et qui sont faites exprès. Oui, Monsieur Routondi,
À aucun moment, quand j'ai écouté, quand j'ai discuté avec les honorables, et surtout ceux qui nous accompagnent, qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale, leur préoccupation ne va pas dans l'exclusion. Mais, c'est-à-dire, c'est dans leur intérêt à ces anciens présidents. Puisque demain, Talon aussi sera président de la République. Il sera ancien président. Et il peut aussi dire, je veux être. Mais on tire la sonnette d'alerte aujourd'hui pour dire, attention, vous ne pouvez pas bénéficier de deux avantages. C'est la triche. Je dis de manière péremptoire, c'est la triche. Et c'est un choix que vous devez faire. Mais pourquoi aller contre un homme? Dans quel intérêt? Et c'est là où je vais vous faire ma suggestion à Ou moi. vous êtes député, ou vous êtes ancien président. Mais, quand on me disait qu'on veut leur ôter leur titre de président de la République, on va ôter le titre de président à qui? Je suis Jacques Migan, j'ai ma maîtrise en droit. On m'appelle maître. Je suis avocat, on m'appelle maître. J'ai été bâtonnier, on m'appelle bâtonnier. Je suis enseignant, tout à l'heure vous avez dit. On n'enlève pas le titre à quelqu'un. Parce que les gens disent on va leur enlever leur titre d'ancien président. On n'enlèvera rien à quelqu'un. Ils seront toujours présidents. Ils ont été présidents. Ils seront présidents jusqu'à leur mort. Et après leur mort, on dira toujours président de la République. On dit président Maga, président Sourmiga, jusqu'à ce jour. Président Aromadegui jusqu'à ce jour. Par contre, ce que je souhaiterais, M. Routondi, et je demande, et c'est ma suggestion aux honorables députés, c'est d'oublier tout ça. Parce que le peuple, sa préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est le développement du pays. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on les laisse compétir, qu'on n'entre plus dans ces considérations. Et j'en suis convaincu, les députés ont fait comme moi. Ils ont certainement discuté avec le peuple profond qu'ils ont eu. Et il faudrait impérativement qu'on les laisse compétir, sans même chercher à savoir s'ils vont bénéficier de deux avantages. Je suggère qu'on les laisse, qu'on enlève complètement de ce projet, de cette proposition de loi, les statuts des anciens chefs de l'État. Moi, je le demande et je le suggère aux honorables, qu'on oublie ça complètement pour montrer la vitalité de notre démocratie. Personne ne fait peur à l'autre. Quand j'en dis, on fait. Vous l'avez dit également en ce qui concerne le président Boniaï. Est-ce que dans les exemples que j'ai cité un seul instant le président Boniaï? Non, ce n'est pas une question de personne. Si quelqu'un veut compétir, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état démocratique. Laissons-les compétir sans problème aucun. Notons même plus ce que l'on est en train de dire. Il y a une conscience. La personne même comprendra. Vous avez été ancien président de la République. Vous êtes devenu député. Ils vont voir dans le... Il y a un honneur. Il y a un honneur. Il y a une grandeur. Moi, personnellement, je ne vous le cache pas. Bon, ça, vous me direz que je ne suis pas le président Soglo. Je ne suis pas le président Boniaï. J'aurais été président, je vous avoue, je n'irai pas sur ce terrain. Non. Vous ne ferez pas quoi? Je n'aurais jamais cherché à être député. Parce que je resterai comme l'homme qui, comme le faisait feu le général Mathieu Kérékou, l'homme de référence. Quand vous avez atteint un certain niveau, on reste comme la référence. Kérékou n'est pas Soglo. Kérékou n'est pas Yaïboni non plus. Encore moins Boni Yahi. Qui vous le dites? C'est-à-dire c'était l'homme. La même vision, la même façon de voir les choses. C'est en cela. Vous savez, chacun, comme je le dis, il est venu, il a fait son temps, il est parti le général. Ouais. Mais tel que je connaissais l'homme, et comme je connais l'homme, s'il les voit faire aujourd'hui, surtout ceux qui s'impliquent et qui jettent de l'huile sur le feu, pour certains, il allait dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que pendant tout le temps, il a été ancien président de la République, il est sorti de l'arène, il n'était plus président, le général. Vous l'avez jamais vu sur le terrain en train de jeter de l'huile sur le feu? L'impense, jeter de l'huile sur le feu, vous avez dit? Absolument. Non, mais haranguer la foule. Non, vous savez... Parce que politique, bon, encore à fleur de l'âge, dans la dynamique. Il y a deux autres points concernant le code électoral. Oui. Il y a le quitus fiscal et le montant à payer. Le quitus fiscal? La caution. La caution? Parlons de la caution, monsieur. Oui. Ça fâche. Ça fait partie des questions qui fâchent. Je vais vous dire, monsieur, chaque pays a ses règles. Vous allez en France, on a utilisé le parrainage. C'est la signature que vous devez avoir, un certain nombre, je ne sais plus, 500 des maires et consorts pour être candidat aux élections présidentielles. Ce que le Sénégal est en train de faire. Mais ça n'a jamais été le cas ici. Bon, et c'est là où je voudrais vous dire que chaque pays a ses normes.
Vous ne pouvez pas demander qu'on fasse ceci. Pourquoi ils le font? Mais c'est parce qu'ils veulent limiter des candidatures fantaisistes. C'est limiter des candidatures de plaisanter. Je dis ceci. S'il se confirme que ce que vous devez payer, dépenser au titre des élections est de 500 et de 5 milliards, s'ils maintiennent ce montant, M. Rontondi, dites-moi, vous savez ce qu'on demande pour la caution, s'il se confirme que vous allez dépenser 5 milliards, c'est 5%. 250 millions. Mais comment vous pouvez dire que vous pouvez dépenser 5 milliards et ne pas payer la caution de 250 millions pour être candidat aux élections présidentielles? Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si vous pouvez payer... Alors ce n'est pas trop. Non, ce n'est pas trop. Et je souhaiterais, c'est une suggestion, je souhaiterais qu'on maintienne ce montant. Il ne faudrait pas que l'on descende. Non, il faudrait le maintenir. Idem pour les députés. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est 200 millions là. Hein. Oui, on parle de 200 millions, que c'est contre les jeunes, que c'est contre les femmes. Je dis contre qui? Vous êtes dans un groupe. Vous êtes sur une liste. Vous avez les moyens de votre campagne. C'est la liste qui porte le candidat. Ah, absolument. Et qui devrait l'accompagner financièrement. Tout à fait. Ce n'est pas individuel. C'est une liste. Si hier, on parlait de 8,3 millions pour la députation, mais qui payait ces 8,3 millions? Qui élimine-t-on? On dit on a éliminé les pauvres. On a éliminé ceux qui n'ont pas les moyens. Et ils savent ce qu'on appelle 8,3 millions. Ce n'est pas, et c'est là où je dis, c'est le parti. Ce n'est pas un individu qui paye. Et quand même, en ce qui concerne les élections législatives, voire même l'élection présidentielle, qu'un individu paye. Mais c'est parce qu'il a les moyens. Il n'y a pas de... Quelqu'un aurait évoqué l'article 26 de la Constitution, que tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Je dis soit. Mais le choix que vous faites pour dire je vais accéder à la magistrature suprême, le choix que vous avez fait pour dire je vais être député à l'Assemblée nationale, c'est un choix qui vous amène, vous l'avez fait en toute connaissance du coup, ça veut dire que vous avez évalué les moyens financiers. C'est un choix qui vous démarque des autres. Absolument, vous démarque des autres. Donc je ne vois même pas ce raisonnement à dire on exclut, on fait ceci, on fait cela. Ça c'est pour la caution. Maintenant, on y va rapidement, mais le quitus fiscal. Mais c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution déjà le quitus fiscal, monsieur. Et pourtant c'est décrié. C'est décrié tout simplement parce qu'il faudrait que les gens disent quelque chose. Si vous ne vous reprochez rien, en quoi cela pourrait être dérangeant? Je dis encore, c'est dans la Constitution et ça procède même, je crois même que les Béninois doivent même apprécier. Comment voudriez-vous accéder à la magistrature suprême? Comment voudriez-vous être maire? Comment voudriez-vous être conseiller? Comment voudriez-vous être député et ne pas être de bonne moralité qui suppose que vous êtes à jour vis-à-vis de votre État? Si vous n'êtes pas à jour, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas chercher à gouverner un pays et dans le même temps ne pas honorer les engagements que vous allez demander demain à vos propres concitoyens. Dans le même temps, vous êtes un faux contributeur. Donc vous êtes un faux contributeur. Il y a un problème qui se pose. Il faudrait que les Béninois me disent. Vous pensez qu'un Béninois va chercher à mettre à la tête soit de l'État, soit de l'Assemblée nationale pour diriger, pour être honorable député, des gens qui ne sont pas à jour? Encore que vous avez lâché le qualificatif, honorable. Honorable, monsieur Rontondi. On ne sait pas souvent ce qu'on met dans honorable. Oui, c'est-à-dire l'honorable, c'est-à-dire vous êtes exemplaire. Voilà. Vous êtes le modèle. Vous êtes l'homme que l'on doit suivre. Vous êtes le modèle. Vous êtes un homme exemplaire. Ce que beaucoup... Je voudrais que les discussions stériles... Mais le Béninois est champion pour ça. Hein. Le Béninois, dites au Béninois qu'il y a une réforme. Au finish, il va accepter. Mais il va bousculer, il va dire non, non, non. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous disons non. Et c'est toujours pour ça que je donne l'exemple de la charte sur les partis politiques qui a été votée le 26 juillet 2018 à l'unanimité. Et je vous promets que ça va être le cas. Mais Jack Migan, oui. On va finir dans quelques petites minutes. Oui. Le dossier. L'autre qui intéresse et qui reste épineux, c'est celui relatif à l'autorisation de poursuite de certains députés, de certains anciens ministres pour des faits qui leur sont reprochés. Ils sont 5 sur la liste actuellement. C'est quoi? Je vous dis quelque chose. Oui. Ils étaient de l'ancien régime. Vous aurez voulu qu'on aille chercher qui? Mais ceux qui sont arrivés ont vu un État.
Mais c'est normal qu'ils interpellent ceux qui étaient les gestionnaires de cet État. Ils ne vont pas aller chercher d'autres personnes que ceux qui ont eu à gérer. Un. Deuxièmement, s'ils se confirment, même dans le gouvernement actuel, mais il y a des gens qui sont en prison. Je dis bien en prison. Ils ne sont certes pas ministres, mais quand il y a eu des malversations, des crimes économiques, des délits économiques, c'est imprescriptible. Ça vous rattrapera toujours. Je ne vois même pas le raisonnement qui consiste à dire une lutte contre la corruption sélective. Sélective. D'aucuns voient encore de l'acharnement. Je dis, mais de quoi parle-t-on? Vous entendez ça, non? J'en entends, M. Routoudi. Je dis, de quoi parle-t-on? Mais ils ont des choses à se reprocher. C'est comme Tour, lorsqu'il a été question de la levée d'immunité. C'était les mêmes qui disaient, je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocent. Je dis, soit. Mais demandez vous-même l'immunité. C'est une autorisation que l'on va solliciter. C'est l'examen pour autoriser que ce soit ceux-là qui sont, qu'on appelle dans le cadre du coton, comme dans le cadre du concours, au profit des finances. Oui. C'est une autorisation pour permettre au procureur général de la cour d'appel de la chambre d'accusation d'examiner. Et là encore, on n'a pas dit qu'ils sont condamnés. C'est juste pour les écouter. Si c'est confirme que les faits sont fondés, oui. Mais si les faits ne sont pas fondés, mais ils sortent de là. Est-ce que vous pensez, Maître Migan, que les populations béninoises, qu'elles m'excusent, qui sont à fort taux d'analphabétisme, comprennent réellement ce qu'on met dans ces différentes questions-là? Quand on parle d'autorisation pour lever d'immunité parlementaire, est-ce que les populations comprennent d'abord? Je vais vous dire ceci. C'est le travail de nous tous. À commencer d'abord par les députés eux-mêmes. Parce qu'ils sont tenus d'aller sur le terrain pour l'expliquer. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons si bien. Et vous, et nous, que l'on soit politique, que l'on soit pas politique, que l'on soit député, il nous revient d'expliquer à nos compatriotes. Il faudrait qu'on multiplie ce que nous sommes en train de faire dans les dialectes. Nous parlons français. Il faudrait qu'on traduise cela en goût, en Yoruba, en Dindi, en Bariba, en toutes les langues. Parce que d'aucuns pensent, Maître Migan, que voilà, on veut les renvoyer de l'Assemblée. Non. Je vous dis ceci. Ce qui est en train de se faire, et je l'applaudis, c'est pour la première fois. Je dis bien pour la première fois en ce qui concerne les députés pour l'immunité. Mais pour l'autorisation, ça s'est déjà passé une fois avec le ministre Adiou, qui a fini par être blanchi. Une autorisation ne vaut pas condamnation. C'est pour permettre qu'on aille conformément à ce qui est prévu par notre Constitution. Qui autorise? C'est les députés. C'est les députés. Donc permettre aux députés d'aller, que ces ministres aillent s'expliquer. Maître Jacques Migan, on a abordé toutes les questions. Les points qui seront abordés, permettez la répétition, à partir de demain à l'Assemblée nationale, on aura fini notre émission. Absolument. Alors, je vous renvoie à ma première question. À quoi doivent s'attendre les Béninois dans la semaine qui s'ouvre demain à l'Assemblée nationale? Mais à des réformes importantes au niveau du statut des magistrats, au niveau du code électoral, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'examen qui doit être fait. Et puis, bon, on a dit 12 points, mais les 5 points importants, on vient de les évoquer. Il y a la caisse de dépôt et consignation qui est aussi une nouveauté dans notre pays. Et je crois que mon pays est en chantier. Mon pays est dans les réformes. Et les réformes vraiment importantes. Et du côté du gouvernement, et du côté de l'Assemblée. Et c'est là où je dis, mon pays devient réellement un modèle et s'élève sur le plan démocratique. C'est-à-dire tout ce qui se passe concourt dans le développement du Bénin. Et les gens viennent déjà pour nous voir. Parce que quand il y a eu cette réforme, en ce qui concerne, c'est un exemple que je donne, pas on ce y va qui vite. se passera, concerne le regroupement et des policiers et des gendarmes. Les gens sont venus. Et qui? Pour voir comment on a pu opérer. Les Nigérians. Donc c'est pour vous dire que nous devenons un modèle. Et quand il a été dit, le Bénin est révélé, il se révèle. Et c'est là où je dis, ah, mais non, soyons ensemble. Tous. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez aimer, mais si vous n'aimez pas, critiquez et que vos critiques soient constructives, M. Routondi. Parce que c'est notre pays, c'est pour nous tous. On peut aimer ceux qui sont là, on peut ne pas aimer ceux qui sont là, mais bâtissons ensemble, contribuons ensemble pour le développement du pays. Maître Dikan, ça a déjà tout l'air d'une conclusion. Si vous préférez, ce que je voudrais des mots dire, de la fin. Le mot de la fin, c'est que
il y a des réformes aujourd'hui pertinentes, judicieuses, que j'apprécie, et du côté du gouvernement et du côté de l'Assemblée nationale. Et j'en profite pour demander aux gens des médias que ce que nous sommes en train de dire en français, si on peut les reprendre dans les dialectes, pour que les gens comprennent pourquoi ces réformes, le sens de ces réformes, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt du Béninois, ce n'est pas pour ceux qui sont responsabilités. Vous ne verrez jamais un homme politique, fût-il député, président de la République, c'est pas pour eux qui travaillent, c'est pour le pays, c'est pour nous qui travaillons. Et c'est en cela que je dis, en termes de conclusion, réellement que cette session, si ces suggestions que j'ai faites tout à l'heure, si ces suggestions peuvent servir à quelque chose, je dirais, j'aurais contribué à quelque chose. Maître Mingran, merci d'être passé. Merci pour vos clarifications, les apports. Merci pour les souhaits également. Vous nous permettez de conclure cette émission en disant que la semaine qui s'en va s'ouvrir à partir de demain à l'Assemblée nationale n'est nullement une qui présage de mauvais temps pour le Bénin. Bien au contraire, les députés vont travailler à l'amélioration des conditions de travail et de vie d'un certain nombre de Béninois, en tout cas de toute la population. Et c'est tout le souhait des peuples béninois. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Maître Jacques Mingran, avocat, avec tous ceux qui accompagnent. Simplement, il a dit lui-même, simplement Maître Jacques Mingran. Merci d'être venu. Merci, monsieur Ronton. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Ma Part de Vérité, le numéro de ce jour. À très bientôt.